Jean-Marc Kabounda interdit de voyager, son passeport lui a été confisqué, on ne sait pas s'il est rentré dans ses droits. C'était chaud hier au niveau de l'aéroport international d'Ndjili. Est-ce que Kabounda se prépare déjà pour être Premier ministre? Beaucoup de questions ce matin, parce que ça commence toujours par des emprisonnements, ça commence toujours par les retraits des passeports, et après on devient Premier ministre. Voilà, ça ce sont des questionnements. Merci à vous, chers téléspectateurs, merci à vous, vous qui regardez Kiosque. Moïse Moussangane est avec nous sur ce plateau. Bonjour Moïse. Bonjour, c'est bienvenue. Merci. Vous fait rire. Non, c'est un peu la rituel. Donc on se fait d'abord avec le passeport, on est en prison et puis on devient Premier ministre. Voilà, c'est ce qui me fait marrer. Merci beaucoup, bienvenue à vous. Allez, Fidèle Moussangou sur ce plateau de Kiosque. Fidèle, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, 3 semaines d'absence. Oui, la fois passée, c'est parce que tu es parti. Ça je devrais d'ailleurs vous prendre à la maison. Il pleuvait. J'ai perdu de vue. Je suis resté là-bas, la pluie est tombée. Excusez-moi, Jean-Marc Kabounda, difficile de voyager hier. Tout à l'heure, je disais, c'est peut-être les chemins qui mènent vers la primature. Oui, mais ce n'est pas la première fois que quelqu'un est arrêté à l'aéroport ou confisque le passeport, il se retrouve à Makala, il se met après seul, le temps après, il devient soit Premier ministre, soit ministre de CCS. Là, on connaît ce schéma. Très bien, merci beaucoup. On l'empêcherait de partir, pourquoi? Il a son passeport. Il est citoyen congolais, il a tous les documents pour l'empêcher de partir. Même c'est les sémi-biométriques, ils le vont encore jusqu'à janvier. C'est eux qui ont dit ça. C'est eux qui ont dit ça, et ils ont défendu comme ça fait la démarche au Parlement, sachant très bien que c'est contre même les droits de l'homme. Moi, j'ai le passeport sémi-biométrique. C'est pour 5 ans, jusqu'à l'an 2000. Je l'ai eu. Maintenant, on m'empêche de voyager. On me dit en 2001. 2017 janvier, une décision comme ça par une déclaration du ministre des Affaires étrangères, c'est pas normal. Très bien. La question était au Parlement et Fidèle Likinda a cassé ça par une motion. Oui, mais c'est une stratégie. Ici, quand il y a une motion, les gens amènent une motion incidentielle, on casse celle-là et puis on commence à. Mais il n'y en a pas hier, la motion incidentielle. Et il aura Dieu. Attendez, il se prépare aussi. Vous allez voir, ils ont une motion incidentielle pour que ça devienne la vaste blague. Vraiment, ça. Allez, merci beaucoup encore. Un autre sujet qui nous concerne, nous journalistes, c'est cette affaire de Daniel Safou. J'ai suivi sur YouTube votre intervention. À l'époque, j'étais en mission de service en voyage à Guémena. Vous avez demandé à Safou de ne pas obtempérer à cette question et à cette sanction. Mais aujourd'hui, il c'est ça qui s'était réuni et a pris une décision signée. Au moins, cette fois-là, ils étaient à 11. Et on a assoupli l'embargo. L'embargo est maintenant de 45 jours. Mais déjà, Safou avait purgé 2 semaines bien avant. Mais dans la lettre de notification, la note est signée Kinshasa le 6 septembre 2017 et c'est signé Jean-Marcel Bossamba Malamba, secrétaire principal d'instruction. Écoutez. Et la décision, elle est de... La décision, je vais lire. La décision est signée Christophe Titondombi, Kinshasa, le 21 novembre 2017. Mais dans la lettre de notification à Daniel Safou, la lettre est signée Kinshasa, le 6 septembre 2000. C'est ça. Écoute, je comprends ce qui arrive. Le CESAC sort d'une situation difficile. Il n'avait plus d'électricité pendant des mois et des mois pour faute de paiement. Il n'avait plus au bureau. Donc ils ne sont plus payés. 3, ils ont dépassé le délai prescrit par la loi. C'était 4 ans, maintenant ça fait 7 ans ils sont là. Et ils s'accrochent, ils n'ont même pas honte de nous regarder dans les yeux ces gens-là. Ça c'est 2. 2, il y a un faussaire là-bas. Phrase omnia corrupit. La faute, quand vous siégez avec un faussaire, toutes vos décisions sont rejetées. 4. Daniel est un professionnel des médias, comme tout le monde, comme Moïse, Serge et moi. Il n'est pas être jugé que par des pairs. C'est l'UNPC. Daniel est membre de la commission des disciplines. Il y a une directive de la AM. Qui... Ça s'est dépassé, c'était une usure pour les élections, pour nous compliquer la vie et permettre à Kabila de tricher en 2006. J'avais dit ça à Moïse, pas Moïse, à Modeste. Il dit ton histoire ici, le juge vient attaquer devant la cour, vous allez voir. Les joueurs ne peuvent pas juger par. Moi j'avais un problème avec l'ancien président Laham, je lui ai écrit, il a eu peur. J'ai dit, je ne peux jamais être jugé par vous. Parmi lesquels il y a des vendeurs de poissons, il y a des cécis, il y a tout là-bas, là, c'est ça qu'il y a tout. Mais la commission des disciplines n'est composée que par des journalistes professionnels disposant d'une carte de presse. C'est là où Daniel peut être jugé. Mais on le juge là-bas. Ça fait 3e chose. Donc, Daniel, je lui ai demandé de ne pas exécuter ses décisions. Malheureusement, heureusement pour les autres, Daniel, il a une journal écrit. Il passe à la télévision comme Moïse et moi. C'est tout. Et il peut passer, qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Est-ce que ça ne pose pas un problème qu'une note de notification soit signée le 6 septembre 2017
pour une décision. C'est ce qui confirme le faux. Le faux de ce document est confirmé par là, la transmission. En septembre, on le suivi ça aujourd'hui. C'est ça le faux. Le faux manifeste, c'est grave ça. Le faux qui crie vengeance. On peut dire que c'est un dol. Terrible. C'est pire que ça. C'est pour vous dire que c'est ça. Ils sont, les gens du CESAC, eux-mêmes viennent avec un faussaire. Et maintenant, ils sont maintenant en train de commettre des faux par-ci par-là. Moïse Moussangana, tout est parti de la première sanction, hein, de 60 jours, mais avec un nombre incorum de 7 au conseil. Écoutez, Serge, je crois que je l'ai dit sur ce plateau. Je ne sais pas en dire beaucoup plus parce qu'on ne peut pas construire du vrai sur du faux. Donc, parce que les départs étaient déjà faussés. La décision a été prise contrairement à l'article 39 de la loi organique portant organisation patati patata de CESAC et contrairement même à l'article 20 du règlement intérieur du CESAC. Donc il y a 15 membres du CESAC et ceux qui ont siégé c'était 7, donc ça ne fait pas la majorité. Donc, parce qu'on a les deux tiers, la majorité des tiers. D'abord, ils doivent siéger, ils doivent avoir une certaine majorité d'abord pour siéger. Pour décider, il faut les 2 tiers. Donc, non seulement il y avait le quorum pour siéger, il n'y avait pas aussi le quorum pour pouvoir prendre une décision. Donc c'était déjà du faux dès le départ, et tout ce qui est construit sur du faux n'est que faux. Donc tout ce qu'il y a là-bas, ce sont des gesticulations pour essayer un peu de se rattraper, mais ça n'a aucune valeur. Et mais ça donne quelle image comme ça d'une institution d'appui à la démocratie comme le CESAC? Nos enfants qui vont travailler là-bas demain, dans 10 ans, 16 ans, ils vont se dire comment mon papa avait pris une telle décision sur base. Mais c'est une institution qui est déjà illégitime. C'est une institution qui est hors mandat. Je ne sais pas qu'est-ce que le chef de l'État attend, parce qu'il ne faut pas des élections pour investir les membres du CESAC. Ils ont été déjà nommés par les organismes correspondants et consorts. Le chef de l'État devait prendre une ordonnance pour les investir. Mais qu'est-ce qu'il attend? Voilà qui confirme comment les institutions, les institutions ne fonctionnent pas comme il se doit dans ce pays. Or, il y a un garant pour ça. Même si le CESAC, même si la CENI ne sont pas des institutions classiques de la République, mais ce sont des institutions de la République. Donc, je crois qu'il y a un garant du fonctionnement des institutions, et quand ça ne va pas, ces garants-là doivent prendre ses responsabilités. Mais on constate malheureusement que les garants tournent le pouce, et voilà, le pays est à la dérive. Moi, j'ai encore mieux que ça. Oui. La lettre de transmission est écrite, adressée à monsieur l'acteur social Daniel Safou, à Bénin-Bakou. Mais Daniel est journaliste professionnel. Il est même membre du MPC, membre de la commission des disciplines, élu au Congrès 2014. Et on l'appelle acteur social. Ça, c'est quoi ça? Non, on veut justifier l'acteur social, lui donner ses statuts pour être éligible à la sanction, justement. Par rapport à la directive de la... C'est là où ils font le faux. Daniel, profession, journaliste. Moi, je ne suis pas chauffeur. Moi, je ne suis pas chauffeur. Moi. Je suis journaliste professionnel. Ma carte de presse est là. Même ma carte d'identité, je suis toujours journaliste. Je ne suis pas chauffeur. Et puis c'est ça qui viole même le cahier des charges de chaque kiosque, parce que passe un kiosque que le journaliste. Je ne reçois pas les acteurs sociaux. Deuxième élément, ici, il peut passer en tant que journaliste par acteur social. Là, il cherche à tricher. Voilà, tricherie grave. Donc, c'est du faux sur du faux. Comme on dit, la fraude corrompt tout. On ne peut pas faire attention. Ils le savent, je leur dis chaque jour. Mais la Cour suprême peut départager ça. Non seulement départager, mais sanctionner ceux qui ont siégé. Ah oui, ça doit se faire comme ça. N'importe qui, sous couvert de ces actes, fait du n'importe quoi. Il faut le sanctionner, et même individuellement. Très bien. La meilleure sanction, c'est d'investir de nouveaux membres du CESAC. Kabila n'en veut pas, il n'en a pas besoin. Merci beaucoup. Moïse Moussangana, les papes prient aujourd'hui pour la République démocratique du Congo, une messe sous le coup de 17h, heure de Rome, une messe sur la crise au Congo, la crise au Sud-Soudan. Est-ce qu'on peut d'abord parler du Congo? Qu'est-ce que les papes a remarqué? C'est des morts ou bien l'instabilité politique? Il avait reçu le président de la République, on a déjà un gouvernement d'union nationale, les parlements, les élections, on a un calendrier, la loi électorale, les budgets programmés. Les papes doivent prier pour le Congo, pourquoi? Mais Serge, la situation du pays est pitoyable. Serge, il est pitoyable. Est-ce que vous savez
il n'y a pas très longtemps, le Congolais mangeait avec $1 par jour. Mais aujourd'hui, il vit avec combien? C'est des cents par jour, même pas. Même $0 par jour. La situation est pitoyable. Les Congolais aujourd'hui ne savent pas envoyer ses enfants à l'école. Les Congolais ne savent pas se faire soigner. Les Congolais ne savent pas manger. Donc les Congolais, c'est vraiment la risée du monde. C'est à l'issue de cette prière-là, de la messe-là que... Non, je crois qu'on est en train de nous conscientiser. Le pape fait appel encore un peu à un certain esprit d'humanité, si nous en avons encore, surtout de la part des autorités. Mais comment vous avez pris les commandes de ce pays-là? C'est pour assurer le bien-être de cette population. Mais voilà, cette population-là vit dans les conditions infrahumaines. Mais faites quand même quelque chose pour votre pays. Faites quand même quelque chose pour votre peuple. Voilà, le pape est en train même de supplier plutôt les Congolais, les dirigeants. Il supplie même le monde pour que le monde, en fait, mette sa main à la pâte pour qu'il y ait quand même un changement dans ce pays. Pendant que le pape va prier pour le Congo aujourd'hui, la SENCO est en session, c'est pas ordinaire ou extraordinaire, mais déjà hier, l'Église catholique, je ne sais pas si vous êtes informés, l'Église catholique a distribué des messages appelant les gens à se prendre en charge, à s'élever pour pouvoir protéger la corps. Ça, c'est pas un message aussi, quelque part, insurrectionnel. Mais non, pourquoi un message insurrectionnel? Parce que je crois que l'Église l'Église cherche quoi? À sauver l'âme et qu'on sort. Mais on ne peut pas sauver l'âme sans sauver l'homme. Parce que c'est cet homme-là qui porte l'âme, c'est l'homme congolais. Mais où est-ce que l'homme congolais vit dans des conditions de bestialité, ça il faut le dire. Mais il faudrait quand même que ces gens-là, à un moment donné, prennent conscience que nous devons nous lever, ce pays-là est à nous. Mais nous le disons, nous chantons allègrement debout Congolais. Qu'est-ce que nous disons? Nous devons redresser nos fronts pour bâtir un pays plus beau qu'avant. Ça, nous le sentons chaque jour, mais il est temps de redresser les fronts. Et bien sûr, pour bâtir un pays plus beau qu'avant. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire qu'on a bâti un pays plus beau que ce qu'il était en 1960? Bien au contraire, aujourd'hui, toutes les statistiques montrent que le Congo descend dans les profondeurs abyssales. Nous vivons dans des conditions infrahumaines. Je crois que ça doit quand même être un stimulus pour ce peuple-là, pour enfin que ce peuple se dise non, il faut qu'on se lève. Et si l'Église catholique dit ça, s'il y a eu des églises de réveil, pourquoi il ne peut pas y avoir aussi des églises qui peuvent pousser les gens à se libérer du joug dictatorial et consorts? Je pense que l'Église ne fait que sa mission, parce que la libération ou la liberté de l'homme doit être intégrale. Elle doit être intégrale. Très bien. Fidel Moussangou, le pape a pris pour le Congo aujourd'hui. Ça a quel symbolique? C'est quel symbolique comme ça, cette prière? C'est une prière à la basilique, la place Saint-Pierre, mais aujourd'hui aussi dans toute la République aujourd'hui, dans différentes paroisses, à 17h, heure de Rome, je ne sais pas moi, ça sera 18h, heure de Kinshasa, ou 16h, il y aura aussi des messes dans toutes les paroisses. Quelle valeur symbolique? Serge, le Congo n'est pas n'importe quel État au monde. Nous avons ici deux bienheureux. Il y a Anarité et Bakanja. Ça ne fait pas, c'est pas n'importe quoi, n'oubliez pas ça. Deuxième élément, c'est le cardinal Maloula, d'heureuse mémoire, qui avait pratiquement introduit le culte noir dans le système de l'Église. Et je me rappelle la messe fameuse qu'il allait lire à Rome, avec des prêtres habillés en tenue plume africain, et l'Europe était abasourdie. Donc ce n'est pas n'importe quel pays ici. Et le pape en est conscient. La preuve, dans son collège, il ne manque jamais un évêque congolais. Il y avait Kabongo, qui était son conseiller, l'évêque Kabongo, qui était évêque à Canada à un moment donné. Il y a Mosengo, il y a beaucoup de... Il n'oublie jamais le Congo. Ce n'est pas n'importe quoi. Nous sommes un pays où 75% sont des catholiques. Mais qu'est-ce qui se passe? On a un président de la République, on a l'accord. Quand le président de la République est complice de tout ce qui s'est fait dans ce pays, violation de la Constitution, lui-même il est grand violateur. Ensuite, crime de sang, crime économique, crime, tout ça. Alors, le pape intervient pour dire arrêtez, monsieur. On vient de condamner quelqu'un à Yougoslavie.
à la perpétuité. C'est déjà un signal. Ici, on ne fait pas attention. Mugabe vient de partir. On va en ne fait parler. pas attention ici. C'est pour vous dire que le Congo n'est pas n'importe quel pays à travers le monde. C'est quand même c'est tout la gâchette du revolver Afrique. On n'oublie pas. Ça, c'est pas. Et le peuple ne peut pas ne pas tenir compte de ça. Et puis, il y a trop de morts. Nous vivons un génocide au Kasaï. Ce qui vient de se passer au Kasaï, c'est un génocide. Mais qu'est-ce qui va changer après la prière là? Kokonya, il va vous poser cette question. Bitakwira va vous dire qu'est-ce qui va changer? Jusqu'au jour où ils vont fuir, eux. Où est Ngwanda aujourd'hui? Honoré Ngwanda, mon ami, où est-il? Il ne peut pas mettre ses pieds à Kinshasa, il n'est pas été ramené ici. Parce qu'il est conscient des crimes qu'il a commis ici. Honoré ne parle pas, tout le monde est ici. Tous les responsables des services qui sont ici. Et ils travaillent très bien à l'aise, sauf lui, qui a peur de venir ici parce qu'il se rend compte des mots qu'il a conduits. Ceux qui font beaucoup de bruit là-bas, c'est le premier à fuir ici. Où ils vont faire le frais des décisions de justice très sévères à leur rencontre. Ils peuvent continuer à faire n'importe quoi. Mais tôt ou tard, ils vont payer. Remarquez ceux qui vont payer. Ceux qui ont fui. Je donne l'exemple de Honoré Ngwanda, mon ami. Il était même ami à beaucoup d'amis. Attention. Est-ce que l'Église, les Saint-Sièges risquent-ils pas de se mettre en porte-à-faux avec les régimes? Le Saint-Siège l'a toujours appelé. Depuis longtemps. Je vous rappelle une chose, peut-être que tu n'étais pas encore là. Quand Mobutu a fait pendre les 4 conjurés de Pentecôte, le pape à l'époque, a téléphoné. Il a demandé à Mobutu de ne pas exécuter. Mobutu l'a exécuté. C'était Paul VI, je me rappelle bien, en 1966. Paul VI a téléphoné à l'époque, il a envoyé un émissaire. Malheureusement, l'émissaire est arrivé après avoir que Kinshasa ait vécu là. Il a constaté les dégâts. Les dégâts. Donc c'est à l'époque, parce qu'il n'y avait pas d'internet, il n'y a pas de téléphone. Les papes téléphonent, c'est pas arrivé à temps. L'émissaire arrive le lendemain de l'exécution ici au Pont-Kabi. Vous voyez, on a exécuté 4 députés nationaux. Je crois que, Serge, il ne faut pas oublier que quand l'ambassadrice Niki Eli est arrivée ici, elle a dit quoi? Que chaque minute qui passe fait qu'il y ait un mort de trop en RDC, fait qu'il y ait un enfant enrôlé militaire, fait qu'il y ait ceci et cela. Donc je crois que la situation du Congo est à l'agenda international même. Si, et dans l'agenda international. Et vous savez que le Saint-Siège a quand même une influence sur le gouvernement de beaucoup de pays. Je crois que c'est un signal qu'il ne faut pas négliger. Et nous ne savons pas, les papes autrefois avaient reçu le président Kabila, il n'y a pas très longtemps, il y a je crois 2 ans. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ça n'a jamais été révélé. Est-ce que le président, s'il avait fait des promesses au pape, est-ce qu'il l'a fait? Mais après, les papes avaient dit des choses sur le président. Il dit, avec Kabila, ça ne va pas. Que les papes dire ça à quelqu'un, ce n'est pas une malédiction. C'était un désaveu. Je ne dirais pas. Je voudrais dire que c'est un peu l'image qu'on a de quelqu'un qui en principe doit être quelqu'un de respectable. Et si on a telle image d'un chef de l'État, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Très bien. Allez, on va parler Mugabe avant de prendre le dernier thème de l'émission sur l'Assemblée nationale et l'interpellation de Henri Thomas Lokondo. Mugabe, il part. On aura maintenant une transition sans Mugabe. Alors, c'est, comme je l'ai dit hier, un dénouement plus qu'heureux. Le vice-président est rentré. Vous savez, on a tenu compte d'une chose, l'âge. On n'allait quand même pas aller déplacer quelqu'un de 93 ans, les mettre en prison ou l'assassiner. Le pays n'y gagne rien. On est allé méthodiquement, il a fini par être conscient. Il souffre déjà de sénilité. 93 ans, c'est pas aujourd'hui. Ça fait un élément. Et lui, au moins, c'est un héros. Si Mugabe mort demain, moi, je vais faire le deuil. Voilà quelqu'un qui s'est battu pour le développement de son pays et qui a gagné. Quelles que soient les erreurs qu'il a commises plus tard, suite à la folie du pouvoir, mais voilà un héros. Et on est parti doucement avec lui, il est parti. Alors, c'est qu'on ne peut pas obtenir d'ici, avec le jeune Kabila ici, qui a tous les péchés du monde. Lui, vraiment, s'il meurt aujourd'hui, il ira en enfer, il n'ira pas au ciel. Jamais. Mais si, il a tous les péchés du monde. Non. Je vous dis, moi, en tant que chrétien, ce qu'il fait là, il ne peut pas voir Dieu. Et ce qu'il fait, il le fait sciemment. Mugabe, il aura l'excuse, il a fini par comprendre la voix du peuple. Écoutez, moi je suis chrétien,
Ce qu'il fait, Kabila le fait sciemment. Qu'est-ce que Mugabe, nous traitons du Zimbabwe ici? Qu'est-ce que c'est là? Non, c'est parlons un peu de Grace Mugabe. La goutte qui fait déborder le vase. Voilà. Grace Mugabe qui voulait sexuellement bénéficier, je ne sais pas bénéficier. Ça, ce sont des éléments de la folie du pouvoir. Le pouvoir rend quelqu'un fou. Qu'est-ce que nos femmes, les femmes du président de la République font à l'aise? Mais si demain vous appelez Kabila proposer sa femme, ou sa soeur, ou son petit frère, ça c'est pas dans le milieu. On dit non, ce sera Zoé, ce sera Jeannette. Oh, et peut-être Maman Olive. Comment ça? Parlez-nous de Grace Mugabe. C'est pour dire non, ce que Mugabe a fait, ça peut arriver ici, parce que il y a une tendance d'aller vers là. Mais s'il y a une tendance, on n'en parle dans la presse. Il y a même un journaliste qui a perdu son emploi quelque part, parce qu'il a cité le nom d'un frère du président Kabila. Son patron s'est fâché, il a révoqué. Mais le journaliste peut quand même dire, mais il peut, parce que le comportement actuel pousse à croire qu'il peut dire non, mon dauphin c'est mon petit frère, c'est ma petite soeur. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors les rôles que l'armée a joué, les rôles que la ZANU-PF a joué, ces rôles-là ont été déterminants pour obtenir... C'est ça, on appelle un parti politique qui sort du sang. La ZANU-PF a perdu beaucoup de membres pour l'indépendance. N'oubliez pas que la Rhodésie du CID qu'on appelait, il y avait Ian Smith. Oui. Qui ne voulait pas, et les Mugabe se sont battus. La Rhodésie du Nord. Non, du Sud. Armes au point pour libérer le pays. Et il y a eu beaucoup de morts parmi les vétérans. Et Mugabe était le grand farouche défenseur de l'indépendance totale. Il l'a obtenu. Alors maintenant, aujourd'hui, ces gens-là, quand ils trouvent que l'un de leurs commence à déraper, ils disent non, nous ne sommes pas battus pour le matin, ma femme devient présidente à ma place, mon fils... Non, 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 non. Ils ont dit ça non. Il faut respecter la mémoire de ceux qui sont morts pour l'indépendance de ce pays. Là, on dit Mugabe, vous arrêtez. Ils sont allés méthodiquement pour dire ça. Et Mugabe a fini par comprendre la voix de Dieu. Et puis, il a eu peur que le sang coule. Or, vous voyez, un pays, on a évité que le sang coule. Tous les ingrédients étaient là. Pour dire, bon, il s'est réveillé, allez, demain, on bombarde la résidence. Ou bien on le prend, le monif, on le juge. Mais à 93 ans. Ça, comme on tire sur un corbillard. Il y avait déjà un processus de ce que je peux appeler les prononciamento à l'Assemblée et au Sénat, les parlements. L'impeachment. Oui. Bon, écoutez, je parle de Mugabe avec beaucoup de regrets. Quel gâchis. Quel gâchis. Pour une œuvre de tant de jours, en un jour effacé. Vraiment, Mugabe, comme vient de le souligner Fidèle, c'est un véritable héros de l'indépendance du Zimbabwe. Et même beaucoup de ces bêtises qu'il a faites, qui ont amené le pays à l'effondrement, ont été absoutes par le fait que c'était les héros de l'indépendance. Mais malheureusement, Mugabe a amené son pays à l'indépendance et en même temps, il a amené à l'effondrement. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça qui noie Mugabe. C'est sa mauvaise gestion, sa mauvaise gouvernance. Il n'a pas su, alors que le Zimbabwe, c'était une des économies les plus prospères de l'Afrique australe, pourquoi pas de l'Afrique tout entière. C'était d'ailleurs les greniers de la région. Ouais. Mais, en un tour de main, tout cela appartient. Alors, quelles leçons tirées de ces départs de Mugabe? Et puis, c'est-à-dire qu'il faut les savoir, armées africaines, les partis politiques africains, mais aussi les rôles des premières dames. Oui, c'est-à-dire qu'il faut savoir quitter les choses avant qu'ils ne vous quittent. Ça, c'est la première leçon. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour tout. On vient, on n'a pas une mission pour l'éternité. On a eu une mission pour libérer son peuple. Kabila peut se taper sur la poitrine pour dire qu'il a unifié le Congo. Et je crois que ça peut se limiter là. Il avait mis fin à la crise de légitimité. Ok, c'est à son avantage et comme ça. Mais il a essayé, oui, il a essayé avec les 5 chantiers, ça fait flop. Il a essayé avec la révolution de la modernité, ça fait flop. Donc, ça veut dire que ce n'est pas l'homme qui pourrait amener les Congo à ce développement qu'on attend. Il a joué sa partition. Et d'ailleurs, il est hors mandat depuis 2016. Il doit comprendre qu'il doit partir. Il doit partir.
Pourquoi il s'accroche? Parce que même Mugabe, dans ses égards, même en dernière minute, Mugabe, qu'est-ce qu'il a dit? Non, j'ai pris la décision parce qu'il a voulu sauver les Zimbabwe-Dissants, il a voulu organiser une transition en douceur. Mais c'est tout ce qu'on a donné à Kabila pendant cette année de l'accord de Saint-Sylvestre. C'était pour qu'il prépare le pays une transition en douceur pour que, là en 2018, le Congo va se mettre sur les rails. Les rails et repartent. Mais il a gâché ça. Vous savez que les Zimbabwe avaient des très bons rapports avec les régimes à Kinshasa. Aussi, mais ça doit avoir bousculé le régime de Kinshasa. Le départ de Mugabe doit avoir bousculé le régime de Kinshasa parce qu'on sait que le plus grand soutien de Joseph Kabila, c'était les Zimbabwe. Et on a vu en 2011 le seul président africain qui est venu à la prestation de serment, c'est Mugabe. Donc ça témoigne Mais ces silences de Kinshasa, comment il peut se justifier? La voix du Congo ne compte plus quand il y a des grands événements au niveau africain, des grands événements au niveau du monde. Les Congos ne donnent pas son point de vue. Non, mais comment Kinshasa peut élever la voix parce que Kinshasa est dans la même voie que Mugabe? Mais Ouattara, c'est le courageux. Ouattara avait dit à Mugabe de démissionner bien avant et de partir avec la gloire. Oui, mais pour peu qui c'est Ouattara se fait quand même démocratique, on ne veut pas entrer dans la politique politicienne de la Côte d'Ivoire, mais je crois que apparemment il joue un peu le jeu démocratique. Je suis sûr que après ce mandat, il ne va plus il a déjà annoncé, oui. Il ne va plus se représenter. Mais c'est pas la même chose ici. Donc Kinshasa ne peut élever les voix que dans le pays où les choses vont comme à Kinshasa. Donc voilà. Parce que la voix de Mugabe, c'est presque la même voix que Kabila. Comment Kinshasa peut élever la voix? C'est ça tout le problème. Kabila, Mugabe Light, vous voulez dire? Pardon? Kabila, Mugabe Light. Enfin, qui s'assemble, se ressemble par moment. Moïse Moussagala. Oui, fidèle. Il y a mieux. Vous savez, le régime actuel de Kabila, c'est là le régime. Nous sommes au Zimbabwe. Oui, on l'a dit, parce que j'ai posé pour dire, mais le comportement du régime actuel étonne. Ou bien ils se taisent, ils ne disent rien. Au lieu de faire des commentaires qui ne collent pas bien, qui énervent davantage les gens. Non, mais on pourrait même avoir Médé en conférence de presse dit nous saluons la sagesse de Mugabe. Ça, il a fait ça après. Avant, qu'est-ce qu'il avait dit? Lui, il change de couleur comme un caméléon. Donc, ça dépend des méthodes, du temps. Oui. Lui, change de couleur. Vous allez. Qui ne connaît pas Médé? Demande à Moïse. Nous avons marché ici contre Médé. On ne le connaît pas aujourd'hui, on le connaît depuis longtemps. Et quand il parle, il nous regarde, il regarde par terre parce qu'on le connaît trop bien. Oh là là. Je pense que tiré par exemple comme leçon du parti ZANU-PF. Oui. Mais il faut dire que tout le monde a agi dans le sens de préserver ses intérêts. Parce que vous savez, avec la machine Grèce Mugabe, il y a déjà une vice-présidente qui était partie. Il y a Nangangwa qui était déjà parti. Et Nangangwa, c'est quoi? Nangangwa, c'est le crocodile. Bon, le crocodile comme on le surnomme, mais c'est lui l'homme de l'armée. Oui, c'est lui l'homme de l'armée, c'est lui l'homme des services de sécurité et consorts. C'est-à-dire que Nangangwa parti, à qui le prochain tour? Ça pouvait être peut-être le tour de l'armée. Ça pouvait être aussi le tour de la ZANU-PF et la ZANU-PF ont réagi en légitime défense. Si, ils ont agi anticipativement pour bloquer la machine Grâce. Et vous avez même suivi, parce que j'ai suivi RFI ce matin, que dans une de ses déclarations en langue cholé, Nangangwa a dit que oui, ils sont là, mais le NDC peut vociférer, mais la machine ZANU-PF va toujours passer. C'est pour dire que c'est juste Mugabe qui est parti, mais le régime Mugabe demeure. Très bien. Le Congo exige la démission. Bruno Tshibala, cible ou victime, ce titre du journal La Prospérité. Les choses risquent de tourner au vinaigre, Fidèle Moussangou, pour l'actuel gouvernement. Tshibala, arrivé aux commandes de l'exécutif central en avril 2017 et investi au Parlement en mai 2017, est appelé à démissionner. Henri Thomas Lokondo Yoka, tout en prenant acte des raisons avancées par le Premier ministre pour justifier les retards avec lesquels le budget 2018 a été transmis sur la table.
la table d'Aubin Minaku, le président de l'Assemblée nationale, se dit cependant insatisfait et par conséquent, il donne 72 heures à Bruno Tchibalanzende pour rendre le tablier. À défaut, il pourrait initier une motion de défiance, non pas de défiance, ça doit être une motion de censure, chers confrères. C'est une motion de censure parce que ça concerne tout le gouvernement. Motion de censure pour enclencher la procédure constitutionnelle visant sa déchéance. Moi j'ai l'impression que Henri Thomas Lokondo est resté égal à lui-même. Il n'a pas changé, il n'a pas évolué. Et là il vient encore de démontrer à la face du monde qu'il joue le rôle de la main qui frappe, mais le cerveau est ailleurs. C'est dommage pour mon petit frère là. Non, il est député national. Hein. Oui, non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est mon jeune petit frère. Moi, je suis ami à son grand frère. Je connais la famille d'ailleurs. Donc, je l'ai dit ouvertement, amicalement. Mais là, il a perdu. Vous voulez pas comme un député national. Il a perdu l'occasion de se taire parce que là, il est tenté d'essayer la réflexion de la famille. Le Lokondo Mbandaka d'une grande famille. Et moi, je le sais et je peux le dire devant les yeux. C'est comme ça que nous avons des rapports amicaux et fraternels. Non. On ne va quand même pas parler du Premier ministre parce qu'il a déposé le budget en retard. Il y en a eu combien ici? Bon, Nani Matata qui est parti, il a déposé où ça? Il est parti là, il va déposer. Combien de fois même le président de la République est intervenu pour dire il y a un correctif budgétaire? Quand les éléments... Attendez, vous justifiez le fait que plusieurs budgets antérieurs ont été déposés en retard et si les députés à l'époque, attendez, ne l'avaient pas fait, pourquoi vous interdisez à l'opposition? Non, j'arrive au fait ici. Quelles sont les raisons qui ont empêché l'actuel gouvernement de déposer à temps? Il y a d'abord une raison majeure. C'est la loi électorale. Le calendrier électoral. Parce que le budget du Congo, il y a la part nationale et la part de nos partenaires extérieurs. Ils ont demandé, ils ne peuvent intervenir que s'ils voient le calendrier électoral. Et ça faisait que le gouvernement devait attendre que le calendrier soit déposé par la CENI. Et quand la CENI a fait, la voie était ouverte. Donc le délai devait quand même commencer par là. Ça c'est un deuxième élément. Mais ce gouvernement est depuis 5 mois. Regardez ce qu'il y a comme ardoise avec Badibanga, avec Matata. Il fallait quand même épurer ça, bloquer, et donc stabiliser quand même le système macroéconomique. Donc Henri Lokondo est allé à côté. Alors, quel scénario après... Non, j'accepte qu'il fasse sa motion de censure comme il veut là-bas. Mais nous connaissons la stratégie ici. Les autres vont commencer par une motion incidentielle qui va tout bloquer. C'est ça la méthode maintenant. On a compris ça. Comme exemple pour le passeport. Quelqu'un est sauté avec la motion incidentielle, ça a tout bloqué. Et les gens se sont fâchés, mais c'est votre méthodologie. Donc il faut jouer le même jeu. Moi, ils ont sorti une motion incidentielle et ça va bloquer. Le Kondo va sortir ridicule. Ridicule. C'est ça où je condamne mon petit frère Thomas Lokondo. Il devait quand même tenir compte de cela. De ne pas les s'humilier comme ça bêtement. Les gens disent Azolu Kambongo. Ça se dit déjà dans les médias. Est-ce que ce n'est pas un mécanisme constitutionnel réglementaire? Parce que la loi des finances, la loi sur les finances publiques demande à ce que les budgets soient déposés à une date prévue. Mais je lui réponds. Ici, vous êtes journaliste, il n'a fait que user de ses droits. Non, je lui réponds, nous sommes en matière budgétaire par les us et coutumes. Voilà la source du droit. Et lui le sait. Ici, combien de fois le budget est déposé en retard pour l'une ou l'autre? Donc c'est une excuse pour vous? Pour tout le monde, à commencer par lui-même le Kondo. Qu'est-ce qu'il fait à la place de là? Lui-même. C'est pour dire que non, c'est le juste et coutume. Plusieurs fois, on a déposé... Et vous, en tant que journaliste, vous encouragez ça? Non, je comprends, c'était des contraintes. Et là, notre ami Nanga nous a parlé des contraintes. Mais vous... Il a oublié les contraintes que j'ai... Vous étiez en train de dire que vous avez traité Kabila de violeur de lois et de textes. Mais maintenant qu'une loi est violée par le Premier ministre, le Kondo veut faire revenir le Premier ministre. Vous appuyez ça? Non, je n'ai pas appuyé ça. Mais Tchibala a violé la loi. Le Premier ministre, lui, il a des contraintes. Mais que dit la loi face aux contraintes? On respecte la loi ou bien on respecte les contraintes? Selon vous, vous êtes juriste. On respecte les contraintes. Ah bon, face à la loi? Oui. Les contraintes excusent un peu l'évolution régulière. Ah donc, Kabila aussi peut vous dire il y avait des contraintes. Mais c'est qu'il fait. Attendez, je vous prends au mot. Kabila aussi peut vous dire face à la Constitution qui dit que mandat de 5 ans, j'avais des contraintes. Lui n'a pas eu de contraintes, il les a créées. Non, s'il vous plaît. Lui, on le connaît. C'est ça son contrat. Il les a créées. Face à la loi, on respecte les contraintes. Les contraintes se rappellent quelque chose qui dépasse, on appelle ça en droit, indépendamment de sa volonté et de sa force. Par exemple, un événement, c'est comme un accident. Mais les budgets, attention, le budget n'est pas préparé par le Premier ministre ni par les membres du gouvernement.
Le budget est préparé par l'administration. Non. C'est le budget présenté par le Premier ministre et qui le défend devant le Parlement. Non, mais c'est pas le Premier ministre qui vient, il cherche ici. Non, nous avons une administration. Oui, mais c'est sous la direction, l'autorité du Premier ministre, c'est lui qui est l'autorité monétaire, budgétaire. Est-ce qu'on peut encore parler de l'administration dans ce pays? Je crois qu'il y a qui... Ça, c'est un autre débat. Oui, c'est un autre débat parce que je crois qu'il y a le professeur Michel Bongongo qui est en train de se battre pour essayer de réformer cette administration. Pour avoir été une fois conseiller dans un cabinet ministériel, il faut dire que j'ai suivi Thomas Lokondo qui dit que non, le budget c'est préparé pour les administrations. Mais pour avoir été une fois conseiller dans un ministère, je dois vous dire, Serge, que les ministères ravalent ces administrations-là. Les ministères étouffent ces administrations. Donc, c'est pourquoi il y a même des bêtes histoires qui doivent être résolues par le secrétaire général. C'est conduit directement au Premier ministre. Il faut dire que les gouvernements paralysent l'administration qui devait être en principe son instrument du travail. Donc c'est ainsi que vous voyez, quand un ministre est parti, tout tombe. Voilà. Donc il n'y a pas d'administration, ça il faut le dire. Là vous avez répondu à ce moyen-là. Alors, bon, je voudrais dire, pour revenir à votre question ou à ce débat, je voudrais dire que c'est une distraction. Une distraction encore de plus. Tout doit être mis en branle pour l'organisation des élections. Donc, il faut focaliser tout sur les élections. Et ce gouvernement a été mis en place, notamment pour raison principale, c'était quoi? L'organisation des élections. Donc, je crois que c'est le moment où l'Assemblée nationale devait faire venir Corneille Nangaa, lui demander, mais tu parles toujours de l'argent que tu n'as pas. Tu as besoin de combien d'argent? Après avoir engagé, après avoir... il est presque à la fin avec l'opération d'enrôlement. Il te reste combien d'argent pour terminer le processus électoral? Et le Parlement, qui est l'autorité budgétaire, a le devoir, à cette obligation de doter le gouvernement des moyens qu'il faut pour l'organisation de ces élections. Donc je crois que pour une fois, il faut que je le dise, là Thomas Lokondo a botté en touche, ça il faut que je le dise. On peut continuer dans la même lancée. Serge, nous avons essayé de scruter le calendrier électoral la fois passée. Nous avons dit que, j'ai dit sur ce plateau que les premiers tests de l'Assemblée nationale, c'est quoi? C'est l'adoption de la loi électorale. Le projet de la loi électorale a été déposé, je crois, il y a peut-être une semaine. Le lundi. Oui. Et ils ont jusque les 30. Aujourd'hui, nous sommes le 24, si je m'abuse. Donc, nous sommes à 6 jours de la fin du délai. Est-ce que les Sénats et l'Assemblée, est-ce que le Parlement congolais est à même de nous donner cette loi électorale? Donc ça sera les éléments déterminants pour que nous puissions dire au peuple qu'au 30, si on n'a pas la loi, il n'y aura pas élection le 23 novembre 2018. C'est pourquoi j'ai dit que tout ça, c'est un peu de la distraction. La distraction aussi, pourquoi? Quand aujourd'hui Minakou dit que non, on va faire une commission pour... Donc on va écrire au président de la République pour constater qu'il y a eu le dépôt du budget en retard. Juste pour ça. Ou sur la gestion de Tchibala. J'ai vu aussi le député monter à la tribune se régaler pour dire que non, Tchibala incompétent, Tchibala ceci. Ils l'ont tourné au ridicule. Mais qui est plus ridicule entre Tchibala et les députés? Attendez. Qui l'ont investi? Au regard de certaines dispositions de la Constitution, qui est le garant des bons fonctionnements des institutions? Mais c'est le chef de l'État. Mais quand le chef de l'État voyait que le budget n'était pas prêt, qu'est-ce qu'il avait fait au Conseil des ministres? Je ne sais pas. Il faut qu'on attende qu'une commission rédige un rapport qu'on doit lui envoyer. Donc voilà un peu comment le pays est dirigé. Donc, je voulais dire, Serge, on veut... Oui, j'accepte que Tchibala est ridicule. Mais la majorité est plus ridicule que Tchibala. Comment ils ont investi un rigolo? J'ai vu les gens incompétents, ceci. Mais c'est après qu'ils ont su que Tchibala est incompétent, que Tchibala n'était pas préparé.
Alors qu'il y a eu beaucoup de récriminations, ils n'en ont pas tenu compte. Alors, on peut... Voilà, alors je trouve par là une brèche. C'est une brèche qu'on est en train d'ouvrir. Là, vous coupez l'arbre sous mes pieds parce que je voulais juste embrayer dans ce sens. Si vous voulez bien garder votre cartouche là, moi, fidèle, je crains fort que Tchibala ne puisse pas démissionner en dehors de 72 heures. Le Premier ministre, l'Assemblée va faire son rapport au président de la République et on aura peut-être une nouvelle brèche pour de nouvelles discussions. S'il ne tombe pas, le Kondo va réunir conformément au règlement intérieur les signatures des députés qui sont d'ailleurs prêts, semble-t-il, pour faire partie de Tchibala. Mais je vous dis qu'ils vont sortir une motion silencielle et tout va tomber dans l'eau. Ils ont trouvé une astuce géniale. Tout le monde s'est révolté, mais c'est eux qui ont commencé. C'est la majorité qui a commencé avec la motion résidentielle, avec l'histoire des passeports, où on a vu qu'il y avait c'était un marché d'escrocs là. Mais les députés ont fermé les yeux, et pourtant ils sont même pas payés. Je crois qu'on les a payés. Ouais, c'était 3 mois, ils ont touché 1 mois maintenant. Ah, c'est pourquoi ils sont devenus dociles. Ils attendent encore 2 mois. C'est pas l'Assemblée ça. Hein? Une histoire qui touche les droits de l'homme et l'Assemblée crache là-dessus. Mais ils veulent maintenant faire partie du Tchibala parce qu'il y a vraiment un État. Non de Dieu, ça c'est mon Dieu. Combien d'écarts de l'Assemblée, même le président de la République a un jour plaidé pour un collectif budgétaire, lui-même dans une conférence de presse à laquelle j'ai assisté. Alors aujourd'hui, on va lui renvoyer la balle. Mais il va rigoler. C'est pas un motif sérieux pour faire partir un Premier ministre. C'est pas sérieux. Et si c'est le cas, ce pays est foutu. Donc, il n'a pas dit bonjour au pape. Allez, Premier ministre Foulcan, on va en arriver là. Parce qu'il n'a pas dit bonjour au pape, ou bien il est arrivé en retard à la réunion, à la présidence, il faut le faire partir. C'est de la vaste blague. Alors, merci beaucoup, je vous comprends assez bien. Oui. Mais quelle est aussi la responsabilité personnelle de Tchibala? Il se targue la poitrine pour dire qu'il était proche de Tshisekedi. Est-ce que c'est ça aussi, honorer Tshisekedi quand tu es Premier ministre et tu amènes un budget en retard? Lui-même, il ne serait proche de rien. Non, il y a des contraintes. La première, c'est par rapport aux partenaires extérieurs. 50% du budget vient de l'extérieur. Et qui ont demandé d'où nous ne pouvons répondre que si nous avons le calendrier électoral. Il attendait ce calendrier. Ça, c'est un deuxième élément. Il y a des contraintes locales. Donc, si je vous comprends, si je peux me permettre... Il a dit. Si je peux me permettre de vous résumer, à chaque loi de finances qui correspond à une période électorale, cette loi doit attendre maintenant les calendriers. Non, nous avons ici le problème avec Kabila, le jeu de Kabila, de vouloir tout fausser. C'est lui qui travaille de ça. Et Kabila serait parti depuis le 1er janvier 2017. Mais il a fait ceci, concertation nationale, il a fait même tuer les gens ici à Maluku, 400 corps. C'est pas lui, c'est pas lui. On a parlé des indigents. On a parlé des indigents. Quoi? Et depuis quand? On a tué, et les forces de sécurité, qui est leur chef, c'est pas lui? Pourquoi Ben Metalaye? On l'accuse d'avoir fait quoi? Ah, pourquoi Ben Metalaye? Et 400 corps à Maluku, on dit c'est pas Kabila. C'est lui qui assume la responsabilité première, c'est le chef, c'est le commandant suprême des forces armées. Et c'est les forces armées de la police qui ont tué les 400 Congolais qui sont à Maluku, enterrés comme des animaux. Fidèle Moïse Moussalana, on peut terminer. Vous parlez tout à l'heure d'une brèche qu'on veut rapidement ouvrir, hein? Une brèche pour des nouvelles négociations? Pratiquement, Serge. Vous savez que malgré toutes les gesticulations qu'il y a une échéance. Le 31 décembre 2017, l'accord tombe caduc. Si entre-temps, il n'y a pas eu quelque chose pour pouvoir le reconduire. Et la voie par le gouvernement, c'est une voie indiquée pour pouvoir relancer la machine afin. Il a fait consciemment, lui, Henri Thomas Lokondo, ou bien c'est peut-être, il veut user de ses droits parlementaires, peut-être les gens vont sauter là-dedans. Écoute, Henri Thomas Lokondo peut le faire de bonne foi, mais il peut y avoir des forces qui tirent le ficelle dans les coulisses là-bas. Mais ce qu'il faut dire que même alors, parce qu'il y a un problème, acceptons que la démarche de Thomas Lokondo aboutisse. Ça veut dire que Tchibala est parti. Mais comment les choses vont se passer? Parce que l'accord est là, il faut rentrer au RASOP pour qu'on désigne un Premier ministre. Mais à quel RASOP ils vont se référer pour se faire, tant on connaît les limites du RASOP qui a bien sûr désigné Tchibala. Et je dois dire ceci, parce qu'on a senti, vous avez voulu savoir comment Tchibala, UDPS, ceci et consort. On a vu même à travers Tchibala la faiblesse dans la démarche Tchibala. Qui est quoi? La faiblesse dit d'abord au fait que
Tibala, je crois qu'il doit revoir son cabinet. Hein, ça, c'est un fait, parce que je crois qu'il aurait demandé à nous, journalistes de la presse, je crois que nous lui aurons trouvé des raisons valables pour justifier les retards du dépôt de ce budget. Il y a beaucoup de choses. Tibala a eu à gérer le yo-yo du taux d'échange, il a eu à gérer les grèves et consorts. Tout ça, ça partit. Donc il y a eu une faiblesse dans son cabinet, et il y a aussi un fait, Tibala n'a pas de soutien politique. Voilà. C'est ça tout le problème. C'est ça toute la faiblesse. Merci beaucoup. Tibala. Ça c'est vrai, hein? Somoy, c'est lui le directeur des cabinets. Hein? Somoy, c'est son directeur de cabinet. Somoy. Donc il y a une faiblesse de la Banque centrale. Ah oui. Et Tibala lui-même n'a pas d'appui politique. C'est ça. Et c'est ça qui va creuser sa tombe. Voilà. Ah ouais. Ça c'est un problème de Somoy, comme dit le cadre. Hein. Passer comme expert économique dans les médias, et maintenant qu'il faut prouver de quoi on est capable, c'est autre chose. Hein. Ben, une minute, on va se séparer. Fidèle, vous allez terminer l'émission. Kalamba ne veut pas partir. Les députés de l'UDPS ont siégé, ils ont dit Kalamba, conformément à l'accord, tu dois quitter, mais ils s'accrochent. Avec les MLC, c'était également comme ça. Micheline Bi a manipulé un peu certains députés MLC véreux, mais à la fin, elle était obligée de partir. Il y a eu un nombre important. C'est ça, l'éthique, le manque d'éthique. Kalamba n'est pas arrivé à la CENI par lui-même. Il y a des gens qui l'ont choisi. Les groupes parlementaires. Les groupes parlementaires. Et si ce groupe parlementaire procède de la même manière, je crois que la meilleure des façons, c'est ce manque de le faire. Parce que le groupe a écrit au président de l'Assemblée, c'est au président de l'Assemblée. Mais est-ce que Aubin a intérêt? Parce qu'aujourd'hui, Kalamba, c'est une partie de Nanga. Ça veut dire qu'on risque de mettre dans un loup dans la bergerie là-bas, et ça risque de compliquer la situation, parce qu'il y a déjà quelque chose qui est déjà arrêté par la majorité présidentielle en rapport avec les élections. Mais si on amène quelqu'un, je ne sais pas qui, de l'UDPS ou de l'opposition à la place de Kalamba, je crois que c'est quelqu'un qu'on devra d'abord rôder pour qu'il le mette sur la même longueur d'onde que tout le monde. Mais en attendant qu'il soit rodé, je crois qu'il peut y avoir des dégâts dans la commission électorale. Kalamba s'accroche, hein. On vous a envoyé là-bas, on vous dit de vous... Je le connais en famille, et je l'ai vu qu'il a grossi. Je lui ai dit de toi, là, tu manges beaucoup, tu vas mourir. Et je le pète, Kalamba, tu vas mourir. Je le connais en famille. J'ai dit en famille, toi, tu vas mourir. Il grossit trop. Non, je l'ai vu, il mange beaucoup. Et attention, parce qu'il a beaucoup d'argent. Je le connais depuis longtemps. Je connais Kalamba. Je connais, il mange beaucoup, il a grossi, et il n'est pas prêt à partir. Parce qu'il n'aura plus à manger. Madame, monsieur, l'émission est terminée. Mais il y a quand même Aubin Minako qui doit comprendre qu'il est président de l'Assemblée. Il ne faut pas qu'il fasse de Kalamba quelqu'un de la majorité. C'est l'UDPS, groupe parlementaire, qui a envoyé Kalamba. Ils ont voulu faire ça avec les MLC jusqu'à ce que les MLC avaient obtenu gain de cause. Ils n'ont qu'à le faire avec l'UDPS. Mais Aubin Minako, il est qui? Il est secrétaire général de la MP. Il obéit à l'ordre de qui? De l'autorité morale. Du fils de Laurent Désiré, d'heureuse mémoire. Et de maman Sifa, le mari de maman Olive qui ressemble à maman Mobutu. Voilà moi le côté possible de Joseph Kabila. L'autre côté, Madame, monsieur, c'était Fidèle Moussambou sur ce plateau de kiosque. Merci à Moïse Moussanda. Vous aussi, vous avez grossi. Moi, je grossis avec l'argent de journaliste. Mon salaire, on fait, c'est tout. En tout cas, je ne suis pas dans un cabinet. Kalamba veut se mougabéliser à la CENI. Enfin. 9h30, kiosque de demain, avec les confrères. Au revoir et à demain.